Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral hors série. En l'honneur de la célébration de Samhain, de l'Halloween, je vous présente un épisode hors série, un spécial sorcières et sorcellerie. Oui, mesdames et messieurs et everybody in between and betwixt, nous allons parler de sorcellerie, de sa place dans la culture, ses racines, ses implications, ses figures emblématiques et aussi une petite portion pratique sur les rituels et les sortilèges. Tamisez vos lumières, allumez vos chandelles, faites brûler des herbes ou de l'encens, entourez-vous de vos familiers, morts ou vivants, de vos gris-gris et de vos amulettes. On plonge dans le merveilleux monde de la sorcellerie et du paganisme. Par où commencer? On pourrait dire que la première vague récente était dans les années 60, ensuite dans les années 90 et maintenant au tournant des années 2020. C'était déjà dans l'air un peu avant, mais c'est encore plus présent. Donc, commençons avec un petit peu d'histoire avec les années 60. On est dans la dissolution progressive des barrières culturelles et internationales. Vraiment, tout s'ouvre de par le monde. C'est les Beatles, c'est le patchouli, la musique, la drogue, évidemment, sexe, drogue et rock'n'roll. C'est la rencontre aussi des spiritualités de l'Est et de l'Ouest. Et c'est surtout la première grande émancipation avec le rejet du pouvoir de l'Église et de la religion. Les gourous, le New Age et l'occultisme, c'est en vogue. Même l'astrologie à l'époque fait son gros comeback. On pense à Linda Goodman, qui publie dans les années 60 un livre qui s'appelle Les signes solaires, premier livre d'astrologie à se retrouver sur la liste des best-sellers du New York Times à l'époque et à se vendre à coût de millions. Elle sera, Linda Goodman, une des figures emblématiques du mouvement New Age des années 60. Alors, le revival de la sorcellerie prend racine en Angleterre. On pense à Sybil Leek avec son livre Diary of a Witch, un des premiers livres à nous révéler un peu la vie d'une sorcière moderne, ou à Barbara de Grey Witch, qui avait sorti un album, un vinyle. Elle chante pas, rien de ça, mais c'était un album où elle proposait une série de tests pour déterminer si vous êtes né sorcier ou sorcière. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi espérer de la sorcellerie? So you want to know the truth about witchcraft. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir une witch ou un wizard? On pense aussi à Gerald Gardner, le père de la Wicca, et son initié Raymond Buckland, qui lui a importé la Wicca aux États-Unis dans les années 60. C'était pas présent, c'était quelque chose de nouveau, la Wicca. Et lui-même a publié vraiment plusieurs livres sur le sujet. Et d'ailleurs, il a publié un des premiers livres grand public sur la sorcellerie qui s'appelle Buckland's Complete Book of Witchcraft. Et d'ailleurs, Raymond Buckland, il a été un des conseillers pour le film The Craft dans les années 90. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois dans ma vie. C'était malheureusement pas durant une cérémonie de Wicca ou quelque chose comme ça, mais c'était dans un événement social, tout ça. Et moi, j'avais plusieurs de ces livres. Là, pendant longtemps, j'ai travaillé beaucoup dans cette tradition-là, la tradition Wicca, mais spécifiquement la sienne, parce que même dans la Wicca, il y a vraiment différentes écoles de pensée ou lignées, si on peut dire. Alors, lui avait la sienne qui était particulière. Et c'est ça, quand j'ai vu que c'était lui, je savais pas qu'il était pour être là, puis quand j'ai vu qu'il était là, j'étais comme « Oh my God! » Fallait que j'aille lui voir puis lui dire comment il avait été une influence sur ma vie. Et je me rappellerai tout le temps, j'avais dit « Bonjour, est-ce que je peux vous serrer la main? » Il m'avait dit « I'm not a shaker, I'm a hugger. » Puis il m'avait donné un gros câlin, mais tu sais, c'était tellement chaleureux. Vraiment un beau personnage, mais tellement influent dans le monde de la sorcellerie moderne.
Tout ce mouvement-là vient vraiment beaucoup à l'origine de l'Angleterre. Il y a eu un autre personnage super influent à l'époque, aussi d'Angleterre, Alex Sanders. Lui, il est le père du Alexandrian Witchcraft. Et on peut se demander pourquoi c'était si fort en Angleterre. Quelque part, j'imagine, ça fait partie un peu de leur ADN. C'est aussi de l'Angleterre que nous vient le spiritualisme et toute l'époque où est-ce que ce qu'on appelle le spiritualisme, communiquer avec les défunts, les morts, nos êtres chers. C'est de là que c'est parti beaucoup. C'est intéressant de voir que c'était une société qui était extrêmement puritaine, mais peut-être à cause de ça, justement, ou peut-être parce qu'ils ont des vieux châteaux et ils ont beaucoup d'époques, ils ont connu différentes guerres, puis ils ont perdu beaucoup de monde. Alors, il y a peut-être quelque chose avec le mystérieux en Angleterre qui a influencé peut-être ces différentes pratiques-là spirituelles. Mais il faut dire aussi qu'il y a quelque chose de spécial qui est arrivé en Angleterre parce qu'en 1951, on a annulé le Witchcraft Act. Et oui, c'était illégal de pratiquer la sorcellerie, la divination, d'offrir des séances en tant que médium, de psychic ou même tarologue, faire les cartes. Ça datait de l'époque de l'Inquisition. N'importe qui se disait sorcier ou sorcière, il y avait des peines associées à ça. Et c'était illégal, c'était criminel. Ça vous donne une idée. Alors ça a été annulé à partir des années 50. C'est pour ça qu'il y a eu comme un boom, il y a comme une libération. Toutes les personnes que je viens de vous mentionner, de Sybil Lee, à Gerald Gardner, au Raymond Buckland, Alex Sanders, tout ça, si vous voulez avoir une belle imagerie, mais vraiment comme exagérée, très colorée, puis un petit peu loufoque de cette version-là de la Wicca des années 60, regardez le film The Love Witch. Vraiment important. Witchcraft is just a way of concentrating energy. Burn the witch! Burn the witch! I would do anything for love. La particularité de la Wicca, c'est que, premièrement, c'est une reconstruction. C'est sûr que le père fondateur, Gerald Gardner, lui disait que, tu sais, là, il avait reçu certains livres, ça remontait très, très loin à un culte des dieux et de la déesse, tout ça, mais on sait maintenant que c'est comme une construction, mais c'est quand même basé justement sur l'Antiquité ou à une époque où est-ce que réellement c'était ça, tu sais, c'était beaucoup plus présent le côté animiste de croire que la nature était animée par différentes énergies, que ces énergies-là avaient pratiquement des personnalités ou en tout cas des essences particulières, ça c'est sûr. Mais c'était très particulier justement dans le monde occidental parce que ça faisait quand même plus de 2000 ans qu'on était dans des religions monothéistes et là tout d'un coup, on mettait à la même hauteur Dieu et déesse. Tout d'un coup, tu pouvais vénérer une déesse, puis elle était aussi puissante que le Dieu. Là, tout d'un coup, il y a un équilibre qui apparaît. Alors, c'était très, très, très attirant pour beaucoup de gens. C'était nouveau. C'était une façon de voir les choses. Et pour les femmes aussi, il y avait comme quelque chose là-dedans. Je me reconnais, c'est une reconnexion au pouvoir féminin. Alors là, c'était vraiment très fort. C'est important de dire que la Wicca fait partie de la famille de la sorcellerie, du paganisme, mais la famille de la sorcellerie, elle est très large. La Wicca, c'est vraiment juste une des traditions sous l'éventail de la sorcellerie et du paganisme. Comme on disait, Buckland, lui, a vraiment amené ces traditions-là qui ont pris naissance en Angleterre, aux États-Unis. Et là, justement, ça vient se forger autrement. On voit justement un nouveau mouvement de reconnexion féminin qui s'appellera le Reclaiming avec Star Hawk, qui est vraiment une sorcière très connue qui est encore vivante aujourd'hui. Elle va concentrer sur l'aspect de la déesse, alors ça devient comme une version féministe. Elle-même, elle est féministe, activiste, très politisée. Il y a aussi Margot Adler, qui est sorcière et journaliste, qui a écrit Drawing Down the Moon, un autre classique justement de la sorcellerie moderne, si on peut dire, de toute cette reconnexion-là au pouvoir du féminin. On a aussi Selena Fox, une autre figure importante qui est toujours en vie, toujours active, qui était là dans les mêmes années. Les trois femmes que je viens de vous nommer étaient à la fois sorcières, écologistes, féministes et activistes. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, puis j'imagine pour beaucoup de sorcières de mon âge, ça a été des influences très, très, très fortes. Et moi, je me suis reconnue très, très, très rapidement en elles. Ma pratique, par contre, n'a jamais visé seulement
le côté déesse et pouvoir féminin. Moi, j'ai toujours été un petit peu plus éclectique. Et comme je vous expliquais dans le podcast précédent, quand on parle de féminin, masculin, c'est des archétypes. C'est au-delà justement de la définition biologique de la chose. On parle plus comme au niveau de l'énergie même, le yin et le yang, la lune et le soleil, tout ça, cette capacité-là de projeter et recevoir ces énergies-là qui sont là, naturellement. Mais reste que tout ce mouvement-là des années 60 mettait pour la première fois depuis presque 2000 ans sur le même pied d'égalité la déesse et le dieu. C'était un phénomène vraiment nouveau et pour ceux et celles qui recherchaient cette connexion-là, mais qui ne se retrouvaient pas dans aucune des religions traditionnelles, eh bien, ils étaient vraiment attirés par tout ce mouvement-là. C'est aussi l'époque où est-ce que le satanisme moderne est né avec Anton LaVey, la première église satanique, mais en tout cas, si vous étudiez ça, si vous vous intéressez à ça, le gars, dans le fond, c'était beaucoup un showman, mais il était très dans, justement, l'imagerie un peu plus sombre, mais aussi toute l'idée de la rébellion. Alors, lui, c'était ça qu'il mettait de l'avant. Faut dire aussi que le film Rosemary's Baby, le bébé de Rosemary, est sorti à cette époque-là, en 66, justement. Et jusqu'à aujourd'hui, ce film-là a une influence très forte, peut-être plus aux États-Unis, mais sur l'image qu'on se fait justement de sorcières qui se ramassent ensemble. Puis là, ben là, c'est ça, là, c'est un peu encore machiavélique, associé aux démons, au diable. Là. Oh. Bon, faut dire aussi, ça fait partie une des branches un peu qui a comme évolué parallèlement. Mais ultimement, le satanisme, c'est vraiment son propre monde, c'est sa propre affaire. Là. Dans le fond, le satanisme, c'est un peu comme l'enfant très rebelle du christianisme ou du catholicisme. Là. C'est comme un rejet profond de ça. Alors, c'est comme différent, là. C'est à part. Mais quand même, c'est né à la même époque. Ensuite, on arrive dans le premier retour de Saturne de cette époque-là. On est dans les années 90. On voit la... Oui? I don't know. Pourquoi tu parlais? Ben, je parlais de satanisme. What are you doing? Be careful. On le laissera peut-être. Mais non, mais je suis pas en train d'évoquer rien. Bon. Alors, au premier retour de Saturne du revival des années 60, on est maintenant 30 ans plus tard, hein, c'est ça, un retour de Saturne, on est dans les années 90. Là, la sorcière commence à nous apparaître un petit peu plus moderne, ça c'est sûr, mais beaucoup plus des fois blanche, des fois noire. On sort un peu du personnage toujours un peu evil, puis comme sketchy, puis elle te veut du mal, elle va te jeter des sorts, tu sais. Alors là, on rentre vraiment dans le monde de Craft, évidemment, un grand classique. Girls, watch out for those weirdos. We are the weirdos, mister. Amour et magie, c'est sûr, un autre grand classique. Hocus Pocus, évidemment. Il y a aussi un film qui est sorti avant ça, en 1990, The Witches, avec Angelica Houston. C'est un peu pour les enfants, mais quand tu l'écoutes, t'es comme... Ben, c'est ça. Les films pour enfants, dans le temps, étaient pas mal plus comme dans ta face qu'aujourd'hui. Tu sais, on veut tellement pas comme, leur faire peur, mais moi, j'ai pour mon dire que habitue les enfants à avoir un peu peur. Comme ça, plus tard, ils vont avoir moins peur de leurs propres démons. Moi, c'est... Bon, bref, opinion personnelle. On pourrait aussi embarquer dans les années 90 Addams Family. Encore là, Angelica Houston, c'est sûr que ça a eu une forte influence. Ça aussi, d'ailleurs, Addams Family, c'était un classique des années 60 qui est revenu dans les années 90. Ça l'a lancé quasiment tout le mouvement goth. Tout d'un coup, tout le monde s'habillait en noir, puis ça a ramené ce look-là et c'était dans l'air du temps, il faut dire.
les sorcières d'Eastwick, tout ça. Puis ensuite, après, on a les séries avec Buffy, on a Charm. Il y a beaucoup de livres qui sortaient aussi comme une deuxième génération de pratiquants, justement. On avait Silver Ravenwolf, on a Scott Cunningham. N'importe qui s'intéresse à la magie, la sorcellerie, la Wicca, le paganisme, tout ça, c'est sûr qu'il y a un livre de Scott Cunningham chez lui, tu sais. Malheureusement, Scott Cunningham aussi est décédé dans les années 80, il me semble. Et on arrive au deuxième retour de Saturne dans les années présentement. On pourrait dire depuis la fin des années 2010 et le début 2020, toutes les faits de la COVID aussi. Hein, on a passé beaucoup de temps enfermés chez nous. Fait que beaucoup de gens qui se sont intéressés tout d'un coup à l'astrologie, à la spiritualité, puis à différentes formes de spiritualité, puis aussi tout un mouvement justement de reprendre son pouvoir personnel en tant que femme. Tu sais, c'est comme la nouvelle version de ça. Puis là, puis juste femme aussi, là, c'est non-genré, c'est non-binaire, là, c'est tout ça aussi, là. Fait que là, c'est comme une nouvelle mouture, si on peut dire, de la sorcière et du sorcier moderne. Et c'est beaucoup porté par le pouvoir des réseaux sociaux, les TikTokers, les Instagrammeurs, YouTubeurs et compagnie. Et ça aussi, dans nos années présentement, ça l'a vraiment mis de l'avant. Ce mouvement-là qui connaît aujourd'hui encore un autre revival puis qui est très fort, on le voit bien un peu partout, là. Mais là, on va reculer dans le temps, puis on va reculer dans le temps. Avant le 20e siècle, les sorcières jouaient les vilaines, les méchantes sorcières, l'image de la vieille femme qui mange des bébés, qui jette des sorts, qui va faire pourrir vos récoltes, comme dans le film The Witch, qui est sorti en 2015. Like Philip, I conjure thee to speak to me. What dost thou want? Wouldst thou like to see the world? What will you from me? Très, très inspiré de la chasse aux sorcières de Salem de 1692 à 1694. Mais cette chasse aux sorcières-là, elle avait pris racine à la fin du Moyen Âge et de la Renaissance en Europe, où on a persécuté, torturé et brûlé des milliers, des centaines de milliers de femmes principalement, des enfants aussi, tous accusés de sorcellerie, d'être hérétiques. Il y a des hommes aussi qui ont été dits hérétiques pour toutes sortes de raisons. Ça, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Aujourd'hui, la sorcière, elle incarne la femme forte, indépendante, en contrôle de sa sexualité, de sa reproduction, super important, et surtout de son destin. Et si aujourd'hui, ça dérange plus autant qu'avant, faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, parce que ça dépend de la société dans laquelle vous avez grandi. C'est pas tout le monde qui a le privilège de l'émancipation, on va se le dire. Mais il y a pas si longtemps, la femme, elle devait tout à l'homme. Eh oui! Avez-vous besoin d'explications? Pourquoi pas? Quand on parle de sorcellerie et même d'astrologie, les deux ont la même source. Il faut remonter au minimum jusqu'à l'Antiquité, à l'ère des dieux et des déesses, une époque assez lointaine qui peut nous paraître archaïque, superstitieuse, barbare, c'est clair, et complètement dépassée par rapport à notre vie ultramoderne et technologique. Mais l'époque de l'Antiquité, puis même déjà un peu avant, c'est vraiment le déploiement très fort du patriarcat, de la puissance paternelle et de la paternité sociale qui s'est installée progressivement en Europe vers la fin du Néolithique. Quand on parle du Néolithique, c'est il y a 5-6 000 ans avant notre ère, fait que ça fait un bail. Et ça, c'est arrivé avec l'avènement de la sédentarisation et de l'agriculture. Fait que tout a changé du moment qu'on a commencé à s'arrêter et s'installer à un endroit pour faire pousser notre nourriture. C'est de là que ça commence. Donc, l'émergence de la sédentarisation et de l'agriculture a eu des conséquences énormes sur l'organisation sociale parce que tout le monde devait se protéger de perdre ses récoltes, de son dur labeur, et c'est ainsi que la propriété, la filiation paternelle et le patriarcat s'est implanté et a découlé de ça l'enfant maudit du patriarcat, c'est-à-dire le capitalisme. Au début, c'était du troc, mais après ça, c'est comme, non, je vais avoir plus de terre, je vais faire plus d'argent, puis je vais prendre la terre du voisin, puis c'est comme ça que c'est arrivé, les amis, tranquillement, mais sûrement. Mais permettez-moi un petit peu plus de contexte, puis
de remonter encore plus loin dans le temps. Les études anthropologiques récentes nous rappellent que les premières sociétés, qui étaient des petits clans nomades, qui étaient organisés de façon très informelle, ils vivaient de cueillette, de chasse, de pêche, et tout le monde participait à ça, tout le monde dans le clan. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tout le monde devait participer à la survie. On n'avait pas le choix. Ah ben, à part, il y avait une exception. Si la femme était enceinte ou allaitante, ben là, il fallait qu'elle se retire de ce rôle-là. Il fallait la mettre un petit peu en pause. Pas question de la mettre en danger. Pas question de l'envoyer à la chasse. Elle était ben trop précieuse pour l'avenir du clan. Parce qu'à cette époque-là, donner naissance, c'était un miracle et c'était un mystère et c'était sacré. Il fallait protéger ça. Mais la raison que les peuples étaient nomades, c'est parce qu'ils suivaient la migration des animaux. Il fallait qu'ils parcourent de grandes distances. Alors, c'était complètement différent. Les gens étaient toujours en mouvement. C'est dur à concevoir aujourd'hui, mais c'était comme ça. Et par conséquent, les rôles n'étaient pas définis comme aujourd'hui. Tout le monde était en mouvement tout le temps. Et oui, quand elle le pouvait ou quand elle le voulait, la femme pouvait quand même participer à la chasse. En archéologie, tout ça, il y a des preuves de ça. Mais c'est ça. Dans ces temps vraiment lointains, tout le monde devait contribuer, tout le monde vivait ensemble, mère, père, frère, sœur, oncle et tante, et la survie du groupe en dépendait. Tout ce qui était chassé et cueilli était consommé au fur et à mesure par nécessité. Il n'y avait jamais de surplus, évidemment. Et il faut dire aussi, d'hier à aujourd'hui, dans la plupart des sociétés de chasse et de cueillette, la chasse, c'était qu'une des tâches nécessaires à la survie. Il y en avait plein d'autres, là. Les femmes fournissaient une grande part de la nourriture, la préparaient évidemment, mais devaient aussi ramasser les ressources nécessaires à la fabrication de remèdes. Elles se déplaçaient avec leur bébé, faisaient toutes sortes d'activités qui demandaient une connaissance de l'environnement, des plantes et du climat. Et toutes ces connaissances-là étaient passées par voie orale des parents aux enfants, puis dépendant de l'expertise de chacun. Mais c'était ça le fonctionnement à l'époque. Et les rôles étaient par définition un peu plus égalitaires, en tout cas mis sur le même pied d'égalité. Et chacun avait un rôle qui était vraiment essentiel au bon fonctionnement de la vie et du clan à l'époque. Mais comme on disait, du moment que l'agriculture et la sédentarisation se sont installées, eh bien, tout ça a changé pour le meilleur et pour le pire. Et nous connaissons la suite, ben, le patriarcat est devenu le système dominant. J'ai lu d'une anthropologue, je m'excuse, je ne me rappelle pas de son nom, mais elle disait « Les études récentes semblent confirmer que les rapports entre les sexes semblent plus égalitaires dans les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs et que la position des femmes s'est aggravée avec l'émergence de la hiérarchie sociale, de la propriété privée, de l'agriculture et de l'État. » Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la propriété, les terres, les récoltes devaient rester aux mains d'un propriétaire, à son nom. Alors, tant pis pour la femme, elle prend le second rôle. Ce qui importe, c'est que les possessions gardent le même nom, qu'elles passent de fils en fils. Et voilà, l'organisation de la société a changé à partir de là, et le rôle de la femme aussi. Fait que je fais un grand détour, hein, mais vous allez voir, on va y arriver. Vous allez voir comment justement tout l'archétype de la sorcière s'est forgé à travers toute cette historique-là, tu sais. Alors, le grand détour que je prends, c'est pas voir rien. Alors, on revient autour de l'Antiquité. C'était aussi l'avènement des religions monothéistes et patriarcales, le Dieu unique et masculin. Les déesses du passé prennent le bord, bye bye. Il faut convertir, il faut écraser le paganisme. Et c'était quoi le paganisme dans le fond? C'était la nature qui était la religion, la seule. C'était la compréhension des cycles de la vie, des saisons, c'était un savoir traditionnel, c'était l'expérience acquise par l'action, par des observations, c'était des célébrations, c'était des coutumes et c'était vécu au jour le jour. À l'époque, la spiritualité, la magie, la médecine, la science, c'était une seule chose.
on avait quelqu'un de malade, on avait développé justement des connaissances de certaines herbes, on savait que ça guérissait, on demandait au ciel, aux étoiles, ou on demandait à l'esprit de l'ours, ou on demandait à l'esprit de l'aigle, on demandait à tout cet environnement-là qui nous entourait de nous aider. On s'inspirait de ces énergies-là et on les projetait justement soit pour la guérison, ou soit pour des récoltes, ou soit pour différentes choses. Et ensuite, on venait qu'à célébrer ça. Mais c'était beaucoup aussi la célébration des cycles de la vie, parce que à l'époque, tu vivais pas vieux. Le rapport à la vie et au vivant était vraiment très différent. Si on reste avec l'Antiquité, dans le fond, les Égyptiens, c'est les premiers grands magiciens, c'était des grands astrologues aussi. Les fameuses pyramides, tout ça sont bien installés en lien avec certaines étoiles avec laquelle, et justement, les pyramides, c'était pour récolter l'énergie de la nature, récolter l'énergie du ciel. Il y avait tout aussi leur rituel pour l'après-vie. Ils préparaient à travers leur rituel, leur passage, et déjà dans leur rituel de mort, ils implantaient des intentions pour leur vie dans l'au-delà. Et les Égyptiens, ils ont un livre de Book of the Dead où est-ce que tu retrouves autant des recettes médicinales que des rituels d'incantation et tout ça. On peut penser aussi aux oracles de Delphi en Grèce, ces jeunes femmes qui se rassemblaient ensemble pour avoir des visions. Tout ça, ça descend du paganisme, ça descend vraiment de pratiques et de coutumes et de folklore lointain qui a été acquis à travers les générations et passé de façon orale et ensuite par l'écriture et jusqu'à nous. Et il y a beaucoup de choses qui ont été perdues aussi, il faut dire. Mais là, la religion monothéiste, elle arrive. Et là, on te demande de croire sans poser de questions. Il faut que tu ailles la foi. Arrête de te fier à tes expériences, à ce que tu vois, à tes traditions. Nous, on sait. On sait parce que Dieu a parlé à quelqu'un en particulier et ce quelqu'un-là a dit que ça allait être ça. Le seul Dieu, il n'y en a rien qu'un. Et en plus, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne suis pas qu'est-ce qu'il va te dire, si tu vis dans le péché, puis si tu vis dans le péché, tu vas aller en enfer. Puis là, ton âme va être perdue pour toujours. Et là, c'est le début de contrôler par la peur, là. Et là, la religion, puis je dis la religion, c'est principalement le christianisme, s'accapare de toutes les fêtes païennes, de tous les sabbats. Quand on parle des sabbats, dans le fond, c'est la célébration des saisons associée aux récoltes, quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on récolte et tout ça, les lunaisons aussi. Donc, la roue de l'année païenne, si on peut dire. Donc, de l'Égypte ancienne à toute la zone méditerranéenne et au-delà de ça. Et même ensuite, avec l'arrivée des colons et évangélistes en Amérique du Sud, le christianisme, il a tout transformé. Et il a fait la même chose avec les dieux et déesses de l'ancien monde, sont devenus des saints et des saintes. Comme il y avait des cultures qui étaient très attachées à leurs déesses, ils n'ont pas eu le choix d'en faire des saintes, comme Sainte Brigitte, exemple, bien connue, d'autres saintes, c'est sûr, là, qui ne me viennent pas en tête, mais bref, il y a beaucoup une historique de ça, surtout en Irlande, Angleterre, là, certaines déesses qui ont été des saintes. Et là, on est en train de diaboliser. Puis on peut même remonter à Ève, la cause de la chute de l'homme. Pauvre créature facilement influençable, qui s'est laissé séduire, qui a eu un moment de faiblesse, qui a croqué dans la pomme, et là, ça y est, hein, c'est de sa faute. On peut aussi penser à l'élite, celle qui aurait été formée en même temps que l'homme, celle qui n'a pas voulu se soumettre et qui est partie, mais qui après est devenue justement synonyme de les vents qui se déchaînent, comme une entité destructrice, noire, sombre, parce que justement, elle n'a pas voulu se soumettre. Alors là, on commence à avoir une image du féminin qui soit faible ou sombre, pratiquement diabolique et séducteur, mais tu sais, manipulateur, puis qui corrompt l'homme que lui était divin, tu sais. Fait que là, t'as les dieux, t'as l'homme, puis t'as la femme en dessous. Puis certaines autres femmes rebelles, ben là, sont même pas en dessous, sont complètement ostracisées tellement qu'on en fait des démons, tu sais. Ça vous donne une idée. Donc, on passe de femmes qui étaient des soignantes, des sages-femmes, des conseillères. En Europe, on les appelait les wise women. C'était des leaders de communauté. On retrouve ça dans les Premières Nations, d'ailleurs, hein, des femmes leaders de communauté. Et là, on commence à enlever à la femme là, toutes ces choses-là qu'elle avait acquises au travers du temps.
Alors, il faut qu'elle reste à la maison. Pas question qu'elle ait du pouvoir, qu'elle réclame son autonomie, son indépendance, encore moins sa sexualité, parce que là, ça, il faut que tu sois pur, puis sinon, tu vas aller en enfer. Donc, elle devient un peu domestiquée, elle devient une propriété comme une autre. Elle sert à faire perdurer la propriété de l'homme via la reproduction. Alors là, on passe de healer à curser, celle qui lance des sorts, qui s'allie avec le diable, qui va courir dans les bois. Alors, c'est tout là qui est comme tranquillement bâti la réputation, justement, de la femme. Toutes ces associations-là qui ont été faites pour dire « Hey, non, c'est une créature là qu'il faut vraiment comme encadrer puis dominer, là, parce que de toute façon, elle est fragile. Le diable peut facilement l'influencer, là. On veut pas ça, là. » Mais en vérité, ou comme qu'il disait dans le temps, « En vérité, je vous le dis. » Mais la sorcière, avant tout ça, c'était une personne qui savait guérir, qui avait le savoir des plantes, comprenait les mystères de la reproduction, comprenait aussi comment y mettre fin. Et ça, c'était pas du tout acceptable. Il n'était pas question que la femme interfère avec la volonté de Dieu en choisissant l'avortement. L'homme, il faut qu'il soit au contrôle. On a vu pourquoi. Alors, l'homme s'est approprié aussi ce contrôle-là pour avoir un certain contrôle sur la femme, pour avoir un contrôle sur son monde. Et là, on avance dans le temps. Là. Tout ce que je vous raconte là, on est pas mal plus autour du Moyen Âge, là. Autour des années 1200, 1300, 1400, 1500. Là. On est rendu là dans le temps. Là. À ce moment-là, pour soigner, il fallait avoir étudié et les femmes n'étaient pas admises dans les universités, ça c'est sûr. Donc, si elle soignait quelqu'un, c'était illégal et ça faisait de toi une witch. Mais la femme, elle faisait ça depuis la nuit des temps, là, soigner et prendre soin du vivant. Là. Alors, comment tu sors ça d'elle? C'est impossible. Tout ça nous amène à l'époque de l'Inquisition, de la chasse aux sorcières. C'est environ 300 ans et des centaines de milliers d'exécutions. Des centaines de milliers, là. Une époque très sombre pour toute la société, il faut le dire, mais justement où est-ce que le pouvoir féminin, il est perçu comme carrément diabolique tout d'un coup, là. Et on voit l'apparition du Malleus Maleficarum, un livre écrit par des inquisiteurs qui s'appelle aussi Le marteau de la sorcière. C'est la chasse aux sorcières, c'est le temps des bûchers. On est dans des sociétés qui sont extrêmement puritaines, qui sont repressed là, tellement au niveau sexuel et tout ça, dominées par des visions du paradis et de l'enfer, par des notions de bien et de mal. Et là, une folie vraiment s'est emparée. Faut dire que c'était à la même époque que le protestantisme des années 1500, où est-ce que justement les protestants ont commencé à dire « Oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'église pour connecter au divin. Là. Moi, je peux le faire par moi-même. » Et c'est comme si, quelque part, ça l'a rendu vraiment l'Église catholique folle, puis sont devenus encore plus sévères et sauvages dans l'application de leurs lois complètement débiles pour justement contraindre les gens par la peur. Malheureusement, et pas surprenamment non plus, c'est les femmes qui ont écopé. Alors, ce fameux marteau de la sorcière, c'était un livre qui expliquait justement comment aller chercher des aveux, puis que si ça prenait la torture, ça prenait la torture. Et là, ben c'est ça, c'était comme une folie, là. Alors, à ce moment-là, tout le monde devenait un peu suspect, douteux. T'étais une femme seule parce que ton mari était mort, puis on s'entend, là, il y a eu beaucoup d'années où est-ce que c'était des pestes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts, ou les guerres aussi. Apparemment qu'il y a eu une époque au Moyen-Âge où il y avait un ratio plus de femmes que d'hommes. Alors là, tu te retrouvais avec des femmes que tout d'un coup, il y avait des propriétés. Mais là, c'était suspect, ça, là. Fait que c'est une sorcière, c'est sûr. Elle a tué son mari pour avoir la propriété, pour avoir de la richesse, peu importe. Et c'est une sorcière. Tes récoltes sont pas bonnes, mais ta voisine, c'est une sorcière. Tu sais, c'est fou, là. Fait que 85% des gens qui ont été torturés, exécutés à l'époque étaient des femmes. Il y avait aussi des enfants, comme je disais tout à l'heure, mais il y avait aussi des hommes. Des hommes qui étaient considérés des hérétiques, des astrologues, entre autres. Des hommes qui avaient une idée différente
de l'Église qui disait que le Soleil n'était pas le centre de l'univers, mais plutôt qu'il y avait plein d'étoiles de partout, puis plein de constellations. Alors, justement, les gens qui remettaient en question, n'importe qui remettait l'Église en question devenait un hérétique et pouvait être persécuté, torturé. Et je vais vous le dire, c'est vraiment quelque chose. Il y avait plein de tests qu'ils utilisaient pour découvrir si tu étais une sorcière ou pas, si tu avais une marque du diable. On t'enlevait tes vêtements, on te mettait tout nu, on te rasait la tête, on te fouillait partout. Et si c'était pas assez, ben là, écoutez, moi je suis allée à mon dernier voyage en Italie, au musée de la torture et de la sorcellerie, à San Gimignano, un village du Moyen-Âge qui était le New York de l'époque. Imaginez, c'est comme une forteresse, puis tu as des grandes tours, fait que c'était vraiment avec beaucoup de commerce. Tu peux retrouver là des outils qui ont servi pendant l'Inquisition. Et je peux pas vous dire à quel point on est ingénieux pour faire souffrir le monde. Des chaises qui sont toutes cloutées avec un trou sous le siège où est-ce qu'ils mettaient du feu en dessous. Et là, je vais devoir faire un trigger warning parce que c'est vraiment épouvantable. Là. Qu'est-ce que je vais dire là? Au pire, avancer une couple de secondes, mais des outils pour couper des langues, couper des doigts, des masques qui vous mettaient sur le visage qui étaient pleins d'épines, mais aussi c'était comme un masque de la honte. Il fallait que tu ailles te promener avec ça. Des tables pour t'étirer, évidemment. Des genres de trucs qui te mettaient au cou, comme un carcan qui te mettait au cou, mais qui avait comme des spikes, si on peut dire, là, qui te rentraient sous la gorge, fait que tu pouvais jamais comme descendre ta tête. Écoutez, il y a des affaires, c'est quasiment pas disable, là. Ils coupaient les gens en deux. C'est complètement fou. La goutte, si t'assoyais, t'enfermais, t'avais une goutte qui tombait sur la tête, à un moment donné, les gens perdaient complètement leurs cheveux puis ils viraient complètement fous. Puis là, ben ça, c'est sans compter, je vais te faire brûler. Puis avant de te faire brûler, je vais te torturer, je vais te faire brûler. Je vais te mettre dans l'eau, jusqu'à temps que tu avoues quelque chose. Puis à un moment donné, ben au début, il avoue pas, mais tôt ou tard, t'es prêt à dire n'importe quoi parce que tu dis, il faut que ça cesse. Et ben il y a pas de rédemption possible, tu meurs. Tu finis sur le bûcher ou tu finis pendu, c'est un ou l'autre. T'sais. Fait que c'était une grosse business, c'est ça le pire. C'est que t'avais un greffier qui prenait les notes, il était payé pour faire ça. Il y avait quelqu'un qui te torturait, il était payé pour faire ça. Il y avait quelqu'un qui t'amenait ta bouffe, il était payé pour faire ça. Mais il était payé par qui? Il était payé par toi. Toi qu'on soupçonnait d'être sorcière parce que ton mari était mort puis parce que t'avais sa maison. Fait qu'on saisissait ta maison puis c'était payé comme ça. Hein? C'était une grosse business. T'essayes de guérir quelqu'un, on te brûle. T'essayes de conseiller quelqu'un, on te brûle. T'es louche, tu vis seul, on te brûle. C'était ça, tu sais. D'ailleurs, le premier cas répertorié date de 1554, la première fois qu'on a exécuté une sorcière. Et comme je disais tantôt, ça s'est terminé vraiment, cette folie-là, avec Salem aux États-Unis. C'était principalement en Europe que ça se passait, mais quand même avec la colonisation vers l'Amérique, on a amené ça avec nous, cette folie-là. Ça n'a pas été aussi intense, là, parce que c'est vraiment, c'est ça, presque 200 ans plus tard, mais ça s'est terminé là avec Salem. Il faut dire aussi que les traditions païennes, les dieux anciens sont pas morts, sont seulement allés dans l'ombre parce que les gens continuaient d'avoir leurs coutumes, mais ils se cachaient pour le faire parce que sinon, comme on a vu, c'était horrible. Et c'est comme ça que les femmes, justement, en retournant dans l'ombre, puis en se retrouvant entre elles, puis en échangeant du savoir ancien pour être capable de prendre soin d'elles, de guérir eux-mêmes, leurs enfants, leur famille, tout ça. C'est comme ça que certaines traditions et coutumes se sont perpétuées, tu sais, que certains dieux et déesses sont restés vivantes aussi. Et de l'autre côté, il y avait aussi des hommes qui étaient peut-être un peu plus dans les institutions, qui avaient peut-être une éducation religieuse, mais que eux se sont permis d'aller justement fouiller un peu plus en retournant dans le passé, un peu avec l'alchimie, la magie. On pense à Cornelius Agrippa, on pense à John Dee, Eliphas Lévi. C'était presque tous à la base des astrologues, mais c'est ça, c'est des gens qui étaient curieux de mystère, qui ont dévié un peu. Certains ont juste disparu, puis on a encore leurs livres, ou d'autres ont été carrément, eux aussi, exécutés,
est considéré comme hérétique. Moi, un de mes personnages préférés, c'est Giordano Bruno, qui a eu justement ce parcours-là, vraiment qui était très croyant, tout ça, mais lui, il avait une vision de l'univers qui était avant de son temps. Et puis, il a été exécuté, il a été brûlé vif, pas loin du Vatican, puis il les a défiés jusqu'à la fin parce que lui, il était convaincu justement que la nature, c'était Dieu et tout ça, là. Fait qu'il y a eu des personnages masculins aussi qui ont forgé toute cette historique-là. Fait qu'on a des sorciers et des sorcières, on a des wizards, mais si on s'arrête au temps des bûchers, clairement, à 85%, on visait des femmes pour toutes les raisons que j'ai énumérées avant. Il y a aussi un autre personnage magnifique, la sorcière des sorcières d'une certaine façon, et c'est Jeanne d'Arc. La witch par excellence. Elle avait des visions, elle entendait des voix. Elle a pris un rôle masculin pour l'époque, elle s'est mis une armure, elle a pris une épée et elle a aidé à libérer la France de l'Angleterre après une guerre de 100 ans. Et 2 ans plus tard, l'Église l'a déclarée hérétique. Et après, en a fait une sainte. Allez donc chier, c'est. Excusez-moi, des fois ça vient me chercher un petit peu. Et d'ailleurs, ma grand-mère s'appelait Jeanne d'Arc, une femme forte et de courage elle-même et qui est très, très proche de mon cœur, que j'aime beaucoup. C'est certainement avec elle que je communique le plus et que et mon oncle Guy et mon grand-père, mais bon, ça paraît que le voile est fin, hein? Ça se fait tout seul, là. C'est sûr que j'ai leur photo à côté de moi, là, mais bref, là, tiens, je leur rends hommage en même temps. Mais oui, Jeanne d'Arc qui entendait des voix et qui disait que ces voix-là lui donnaient une autorité plus grande que celle de l'Église. Et d'ailleurs, même si elle a grandi avec un background religieux, il y avait encore beaucoup de ces traditions-là et coutumes un peu folkloriques et paysannes, hein, dans le fond, hein, et cette connexion-là à parler au vent, à parler aux arbres et tout ça. Tu sais, il y avait comme quelque chose avec elle, puis sa connexion avec la nature qui était très, très forte, Jeanne d'Arc. Donc, on peut voir comment tout cet archétype-là de la sorcière s'est bâti à travers le temps et comment, au travers de ça, la femme a été malmenée, mais non seulement la femme, ceux qui étaient justement marginaux, différents, ils ont tous été malmenés par la religion. N'importe qui était nomade ou d'une autre culture ou d'une autre tradition ou devenait vraiment un hérétique, devenait vraiment une personne à bannir, à éradiquer, à neutraliser, à faire disparaître, à faire mourir. Heureusement, on s'est sorti de ça, quoique des fois tu regardes le monde et tu te dis « Eh, boy! » On s'est quand même sorti de ça et on espère qu'on va continuer à avancer, qu'on va pas trop régresser. Mais on va amener ça dans l'ère moderne. Qu'est-ce que ça veut dire être une sorcière? Elle fait quoi, la sorcière? Elle choisit sa vie. Elle travaille avec l'énergie consciemment ou inconsciemment. Elle a une pratique spirituelle particulière, mais surtout, elle a une révérence et une connexion avec la nature, avec les cycles de la nature, que ce soit les lunaisons, les éléments, que ce soit les symboles des dieux, des déesses, une connexion à son corps, parce que le corps, c'est le premier temple où circule l'énergie pour nous en tant qu'humains. D'ailleurs, le concept des cycles, ils sont intégrés biologiquement dans la femme, dans le système reproducteur à travers les menstruations, la grossesse. Il y a comme quelque chose d'inné là-dedans de reconnaître les cycles et de vivre à travers eux parce qu'ils vivent à travers nous. Il y a quelque chose de naturel pour la femme de se connecter à la nature. Et ça gossait bien gros les hommes religieux à l'époque d'avoir ce pouvoir-là. C'était pas acceptable parce que justement, on était dans une idée de dominer la nature.
Et la femme était trop proche de la nature, donc il fallait dominer la femme et dominer la nature, ça va tout ensemble. Par contre, si on revient à l'époque chasseur-cueilleur, les hommes aussi connaissaient ces rythmes-là par expérience, par observation, par la nature, par les migrations, pour leur survie. Eux aussi, il y avait ça à l'intérieur d'eux. Donc, hommes et femmes à cette époque-là, c'était complémentaire. Donc, à part pour la reproduction, les rôles n'étaient pas confinés comme ils sont devenus par la suite avec le patriarcat et tout ça. Mais revenus justement jusqu'aux années 60, tout ce mouvement-là visait à équilibrer le masculin et féminin ou à vraiment mettre de l'avant le féminin, c'était au choix. Et je le répète encore, c'est la première fois qu'on s'est mis à vénérer des figures féminines qui n'étaient pas la Vierge. Parce qu'à un moment donné, là, la Vierge, elle est pure, elle a eu un enfant sans sexualité, d'un fantôme, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Tu sais, elle est chaste et pure, tu sais, quelle femme peut s'élever à ce niveau-là, là? Puis c'est comme pas intéressant, là, parce qu'on est des humains, puis on a des besoins fondamentaux. On a besoin de célébrer la vie. Tu sais, les gens qui sont très religieux sont pas beaucoup dans la célébration de la vie et dans la joie et l'allégresse, là. Tu sais, c'est strict, c'est une discipline, tu sais, puis c'est bien aussi ces choses-là, mais amené à un certain extrême, tu deviens complètement réprimé, puis ça a été ça un peu l'Inquisition, justement, ils ont tellement réprimé à l'intérieur qu'ils ont commencé à projeter leurs fantasmes les plus fous, puis tu sais, ils ont amené l'enfer sur terre d'une certaine façon. Et il faut dire aussi, une des très, très grandes contributions du paganisme moderne, ben c'est toute la reconnexion à Mère Nature. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement écologiste est beaucoup lié au paganisme moderne, c'est sûr. Ça va ensemble, c'est cette reconnexion-là à la nature, elle nous amène une spiritualité, ou c'est la spiritualité qui nous ramène à la nature, puis là, ben, là, tu commences à comprendre comment tout est interrelié, puis comment la vie est importante, puis que pour que les cycles puissent se faire, que la vie puisse se poursuivre, il faut que tu en prennes soin. Fait que, tu sais, c'est toute cette idée-là. En même temps, là, je vous parle de ces mouvements-là qui sont plus païens, mais il y a aussi des occultistes, parce que eux s'en foutent, là, c'est pas ça leur bail, il y a pas de philosophie ou de morale qui viennent avec ça. Eux autres, dans le fond, c'est des explorateurs des mondes subtils, de la magie, c'est des explorateurs, ils font autre chose, puis ils sont pas intéressés justement à avoir une philosophie qui vient avec ça. Leur philosophie, souvent, ça va être vivre et laisser vivre, puis c'est tout, là. Et on arrive en 2020, on arrive avec les réseaux sociaux, tu tapes hashtag witch ou peu importe, puis je te garantis que tu vas avoir de l'imagerie à pu finir, puis différents esthétismes pour différentes traditions, ou des fois c'est juste l'esthétique pour l'esthétique, faut se le dire aussi, parce que c'est cool, parce que c'est beau, tu sais. Mais tout ça contribue quand même à la visibilité et aussi à garder ce mouvement-là vivant. Alors voilà le tableau un peu pour la sorcière d'hier à aujourd'hui. C'est sûr que je suis allée avec des grands traits et je suis allée rapidement. J'aurais pu faire comme facilement 10 épisodes sur le sujet, mais là c'est vraiment les grandes lignes, un bref résumé, mais que de plaisir à parler de toutes ces choses. Je voulais terminer avec un petit côté pratique, parler un peu d'intention, de rituel, de sortilège, quand on est un praticien justement, comment on vit ça, comment on organise nos trucs. Et on va aller vraiment dans le vif du sujet. Faire un rituel, avoir une intention, comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'un rituel? Qu'est-ce qu'un sortilège? Ça commence avec une intention suivie d'une action concrète dans le but d'atteindre un objectif. Simple comme ça. Intention, action qui vise un objectif. Là, il faut dire, il y a plein de façons de pratiquer. Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je fais pas ça. Ah non, tu peux pas faire ça. » Ça, là, c'est vraiment l'expérience de chacun. C'est en expérimentant qu'on trouve qu'est-ce qui fonctionne pour nous. C'est sûr que ça prend un minimum de guidelines quand même. Mais c'est super important de suivre son intuition, de créer sa propre magie, ses propres façons de travailler, parce que c'est un travail. C'est un travail. Mais l'idée, c'est intention, action, avec un objectif. Et justement, faire un rituel, faire de la magie, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, perso, j'ai commencé vraiment compliqué avec des rituels de haute magie. J'en avais parlé un petit peu dans
spécial de l'année passée, mes histoires surnaturelles. Fait que j'ai commencé avec des rituels de magie un peu complexes. Puis après ça, je suis allée vers la Wicca, qui était quand même assez complexe aussi. Ben, il y a différentes formes de Wicca, justement. Puis après ça, ben, je suis devenue un peu plus éclectique, puis je suis allée un petit peu puiser à gauche, à droite, tout ça. J'ai finalement tout déconstruit mes affaires et je vais vraiment au feeling maintenant, mais c'est sûr que j'ai tout un background en arrière quand même d'avoir eu une structure et de les avoir déconstruites par la suite pour faire ma tradition à moi. C'est ça qui est important, c'est de faire sa propre tradition éventuellement. Mais justement, tu sais, ça peut être tellement intimidant au début, là, tu regardes des trucs, tu vois des livres, c'est comme, oh mon Dieu. Fait que gardez ça simple, OK? Puis honnêtement, là, maintenant, je crois que plus c'est simple, plus tu vas droit au but et plus c'est efficace. Tu sais, plus que tu es direct, plus que c'est efficace. Parce que, tu sais, à la base, là, c'est pas les pierres, les herbes, les ci, les ça qui vont faire la différence. C'est l'énergie que tu mets et le travail et le temps que tu mets dedans. C'est vraiment ça qui fait la différence. Parce que à la limite, tu pourrais faire de la magie en méditant, en contemplant ou en étant en dévotion. Tu n'aurais même pas besoin de rien. Mais comme on disait, intention, action, ça c'est le bout où est-ce qu'il faut que tu travailles, qui vise un objectif. Le bout de l'action, ben veut pas, c'est que tu es proactif. Fait que, tu sais, ça génère l'énergie, ça fait bouger l'énergie. Fait que c'est ça l'idée aussi, là. Mais comme je te disais, tu pourrais le faire très simplement. Méditation, contemplation, dévotion aussi. Puis quand on dit l'énergie est à la base de tout, il y a tellement un bon exemple de ça. Tout le monde a senti ça dans sa vie. Tu arrives dans une pièce, il y a beaucoup de gens, puis tu arrives, tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé, mais oh boy, tu sens que l'énergie est pas bonne, ça va pas, là. Tu sais, une demi-heure avant, là, ils se sont chicanés, là. Puis là, on le sent, là. Tu le sens. Tu sais, c'est comme si ça s'explique pas, mais c'est là, tu sais. Donc, à jamais oublier qu'à la base de tout, c'est l'énergie. Tu sais, même le karma, c'est de l'énergie. Tu sais, c'est de l'énergie en mouvement qu'on a créée par certaines intentions, conscientes ou inconscientes, ou des situations qui sont arrivées qu'on n'avait rien à voir là-dedans, mais que là, ça crée chez nous quelque chose, et que là, ça met une énergie en mouvement. Fait que c'est toujours ça, c'est l'idée de l'énergie. Donc, où il y a de l'énergie, il y a de la magie. Exemple, tout le monde a fait ça. C'est ta fête, t'es enfant. Fais un vœu, souffle la bougie. Candle magic, c'est un sort. Tu sais, tu pries, c'est une intention, c'est une forme de manifestation. Tu fais des intentions pour la nouvelle année, c'est de la magie. C'est des intentions. Tu as envie de manifester un changement pour ta nouvelle année. Tu sais, clairement, c'est de la magie. Donc, tout le monde fait de la magie sans le savoir. Ça fait partie de nos cultures. C'est partout. Tu prends même, puis plus loin que ça, on pourrait dire les arts, la musique, le dessin, la peinture. Tu captures quelque chose d'invisible et tu le rends visible. C'est de la magie, ça. Tu fais un tatouage, il part de ta tête et tu l'imprimes sur quelqu'un, mais il y a tout un mécanisme d'énergie là-dedans et d'imaginaire, d'imagination. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais. Alors, c'est un peu ça l'idée, tu sais, de travailler avec ces énergies-là qui sont invisibles dans un objectif, un but précis, comme on disait. Est-ce que je me fais un cercle magique ou pas? Ça dépend de ce que tu fais. C'est sûr que si tu fais des invocations, si tu es un petit peu plus du côté occulte avec des entités ou des énergies, tout ça, ben oui. Là, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais premièrement. Puis si tu n'es pas trop sûr, touche pas à ça. Si tu fais plus de la dévotion ou des prières, de la méditation, évidemment, tu n'as pas besoin de faire un cercle sacré ou un cercle de protection. Ça vise quelque chose de particulier. Fait que pas obligé de faire ça à chaque fois, de caler les éléments. Tu n'es pas obligé de faire ça nécessairement. Mais c'est bien d'avoir un espace sacré, par contre, où tu fais toujours ton travail spirituel, tu sais, parce que là, premièrement, ça peut être juste pratique d'avoir tes choses près de toi, les choses que tu vas utiliser le plus souvent, et aussi, ben, ton énergie va s'accumuler à cet endroit-là. Donc, avoir un hôtel, c'est toujours une bonne idée. Et là, tu veux te faire un rituel, tu veux faire quelque chose, tu as une idée, tu as une intention. Mais là, c'est ça, il y a plein de façons de travailler ta magie. Ça peut être très complexe, comme on disait, ou ça peut être très simple. Tu peux dessiner un symbole, ce qu'on appelle un sigil. Tu peux même avoir tes symboles personnels. Tu sais, te laisser guider, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que tu dessines. Ça peut être juste l'écrire, ton intention aussi. Ça peut être des petits sacs que tu mets des choses dedans, les petits sacs magiques ou des bouteilles de sorcière.
Plus c'est simple, plus c'est efficace. Comme je disais tout à l'heure, la magie des bougies. La magie des chandelles. Il n'y a rien de plus simple et efficace. Des petites, des moyennes, des grandes, ça dépend quel temps tu as pour le faire brûler puis qu'est-ce que tu veux faire. Des fois, les petites chandelles de fête d'enfants, c'est super pratique, tu sais, puis tu as toutes les couleurs là-dedans. Fait que tu matches ton intention avec la couleur. Parce que c'est ça la magie, hein, c'est tout un jeu de correspondance, mais il faut que ça soit des correspondances qui fit pour toi. Si tu prends un livre puis ça te dit d'utiliser une herbe que tu n'as jamais connue, ben oublie ça, là. Tu sais, puis de toute façon, les herbes, ils ont tellement plusieurs propriétés, puis tu peux tellement échanger une pour l'autre. Il s'agit juste de savoir quelle qui résonne plus avec toi. Tu sais, ça, c'est essentiel. Mais c'est ça, ça peut être aussi simple que prendre une chandelle, mélanger des huiles, des herbes, justement, qui sont en lien avec ton intention, enrober ta chandelle de ça. Tu peux aussi écrire un mot qui représente ton intention sur la chandelle, la laisser brûler. Tu peux prendre des bains d'intention. Tu peux te faire des tisanes d'intention. Tu peux même prendre un café d'intention le matin, puis c'est comme ton moment à toi, puis tu mets toute ton bonne énergie dedans, puis un peu prendre le temps de semer des intentions pour ta journée, quel type de journée je veux avoir. Ça, c'est simple comme ça, là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est les rituels, la magie de ça. Il y a un travail à faire. Et au cœur de ce travail-là, c'est un travail de correspondance, donc de symboles qui nous aident à connecter avec un souvenir ou une émotion ou quelque chose de fort pour nous. C'est pour ça que des fois, suivre des recettes toutes faites, ça donne à rien parce que ça veut rien dire pour toi, tu sais. Alors, quand vous faites un rituel, vous avez des intentions, avant d'utiliser n'importe quoi ou une recette toute faite, demandez-vous c'est quoi vos symboles personnels. Là, je vous donne un exemple. On va célébrer Samhain, c'est la célébration de nos ancêtres, de ceux qui sont partis, de nos êtres chers, tout ça, OK? Je vous parlais de ma grand-mère, Jeanne d'Arc. Bon, ben premièrement, mais c'est sûr, j'ai une photo d'elle, ben là tout le temps, mais là peut-être que je la mets pour être plus visible, si je veux lui rendre hommage ou si je veux faire un travail justement avec mes ancêtres ou mes défunts. J'ai une de ses montres, je vais utiliser sa montre, je vais peut-être même changer l'heure dessus pour que ça ait rapport avec quelque chose que j'ai en tête. Elle adorait les sucres à la crème. Mais peut-être que je vais mettre un sucre à la crème, tu sais. Fait que c'est tout aller chercher des symboles personnels. Vous voulez faire de la guérison, exemple, pour vous guérir vous-même ou quelqu'un que vous aimez, là. Ma mère, justement, quand j'étais plus jeune, quand j'étais malade, la première affaire qu'elle faisait, c'est amener un thermomètre, tu sais. Mais elle m'amenait son thermomètre, elle me mettait la main sur la tête, puis là, c'était comme, me sentais super réconfortée. Ben pour moi, un thermomètre, c'est un symbole, là. Fait que, tu sais, c'est les correspondances, c'est super important. Fait que commencez par des correspondances pour vous. Puis ensuite, ben là, c'est là qu'on va vers les plantes ou les pierres, tu sais. Et même affaire, regardez qu'est-ce que vous avez à la maison. Pour ce qui est des herbes, qu'est-ce que tu as dans ta cour? Qu'est-ce que tu as dans ta cuisine? Si tu cuisines, si tu as un armoire à herbes, ben commence par aller là. Même des fois, on a des plantes décoratives, ouais, mais ça se peut qu'elle ait des propriétés ou peut-être que cette plante-là, c'est ton ami qui te l'a donnée. Fait que tu peux prendre une des feuilles de la plante, tu demandes à la plante, hein, tu prends ça en douceur, hein, tu fais bien ça, on respecte le vivant. Et là, ben, tu vas te servir de ça pour ton ami. Alors, c'est toutes des choses comme ça. Fait que vérifiez qu'est-ce que vous avez dans la maison, tu sais. Puis si vous n'êtes pas sûr, hein, des fois, vous pouvez prendre une photo, aller sur Google, puis ça va vous dire c'est quoi. Puis après ça, vous tapez le nom de l'herbe, tapez vertu, blablabla. Et souvent, vous allez avoir des trucs qui vous expliquent c'est quoi, puis si ça a des propriétés et autres. Puis des fois, il nous manque des herbes. Comme je disais, là, quasiment toutes les herbes ont 2-3 propriétés. Puis au final, moi, honnêtement, là, tu sais, je regarde, là, je les ai pas loin de moi, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me sers environ de 7 herbes. C'est rare que je vais en utiliser tout plein en même temps. Puis moi, je trouve ça super important, là. C'est pas vrai qu'il faut que tu ailles toutes les herbes, puis il faut que tu ailles toutes les pierres, puis il faut que tu ailles... Ça, là, honnêtement, c'est du gaspillage. Puis en plus, ça te limite dans le sens que tu te sens obligé d'avoir tout pour que ça soit... pour que ça fonctionne. Puis c'est tellement pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. T'es bien mieux d'avoir tes herbes préférées, puis apprendre à travailler avec, puis revenir, tu sais. Il te manque des herbes, exemple. Mais tu as sûrement des sachets de tisane qui traînent. Puis des fois, là, la quantité
est juste parfaite. Tu sais, tu ouvres ton petit sac, puis tiens, là-dedans, il y a des feuilles de framboisier, puis plein d'autres affaires, peu importe, tu sais. Fait que ça c'est bien aussi. Des fois, c'est le fun d'aller voir là, qu'est-ce que tu as là-dedans, puis c'est pratique, puis c'est rapide. Sinon, si vous connaissez quelqu'un qui en fait pousser avec amour, avec intention, vous voulez l'encourager, ben là, ça, c'est super. Sinon, ce qui est le fun de faire, si vous êtes une couple de personnes, une couple d'amis qui tripent sur la magie, sur la sorcellerie, tout ça, ben regardez vos inventaires, puis échangez-en, tu sais. Moi, je vais te donner justement des feuilles de ci, puis moi, j'ai plus de feuilles de laurier. Bon, ben tiens, je te donne des feuilles de laurier, tu sais. On peut partager, puis on peut échanger comme ça aussi. Puis même à faire, là, t'es pas obligé d'avoir des petits pots parfaits, là. Puis je trouve que c'est ça qui est devenu un petit peu triste avec la pression un peu des réseaux sociaux, d'un esthétique parfait. Ça rend les gens comme insécures de pas faire les choses, puis moi mon hôtel est pas si bien décoré que ça, puis est pas aussi belle, puis tout ça, tu sais. Honnêtement, là, c'est pas censé te coûter cher, c'est pas censé te prendre du temps puis de te mettre la pression. Puis d'ailleurs, cette pression-là, elle n'existait pas avant, là. Tu sais, quand moi j'ai commencé, on était toutes tout seul, chacun de notre bord, puis c'était moi toute seule avec mon hôtel, puis that's it, là. Fait que, tu sais, faites attention à cette pression-là. Tu sais, oubliez pas que qu'est-ce qu'on voit en ligne, c'est fait pour être vu en ligne. C'est la personne qui fait une super vidéo, là, combien de temps qu'elle a pris pour se préparer, pour se mettre belle, puis se mettre magnifique, puis tout son linge, puis tout son kit, tu sais, puis après ça, tu vois son hôtel, puis toute sa décoration, puis tout est parfait. C'est combien de temps qu'elle a mis là-dessus? C'est fait pour être en ligne. Tu sais, puis c'est beau, puis c'est enchanteur, puis c'est une imagerie qu'on aime, puis c'est parfait, là. Mais ça, c'est du contenu, c'est pour les réseaux sociaux. Puis c'est pas l'idée de shamer personne. Si tu fais ça, c'est très cool, là. Moi, j'adore ça, là, voir des belles vidéos, là. Puis en plus, ben, ça fait grandir le mouvement, comme je disais tout à l'heure. C'est du beau visuel. Mais c'est très triste si tu pratiques pas parce que tu penses qu'il faut que ça soit parfait comme ça. Si tu penses ça, tu feras jamais rien. Moi, je vais vous dire, là, c'est un bordel, là. Quand j'ai fini un rituel ou de faire une intention, là, il y a de la cendre partout, il y a des herbes partout, j'ai une bougie qui a coulé, il y a des affaires qui sont tombées à terre. Tu sais, je veux dire, des fois, je vais en faire des petites vidéos que je vous partage, là, mais c'est après les faits, là. Tu sais, puis justement, là, quand c'est pas trop le bordel, là, je suis quand même coquette, moi, avec, là, tu sais. Donc, à la base, c'est l'énergie qui est importante. Intention, action, manifestation. Intention, action et objectif ou manifestation. Donc, que ce soit avec des chandelles, que ce soit avec des symboles, que ce soit avec des bouteilles ou des gris-gris, des amulettes, un bijou que vous aimez aussi, que vous voulez mettre une énergie particulière, faites un rituel avec, mettez une intention dedans. Pourquoi pas? Allez-y. Après ça, vous le portez avec vous, c'est super le fun. Et pour terminer, peut-être la question des mauvais sorts et des invocations. Je vais te jeter un curse, je vais te jeter un sort, tu sais. Bon, ça, c'est vraiment selon chacun, tu sais. Ça, c'est comme dans la vie, tu sais. Il y a des conséquences. C'est sûr que si tu veux X, H-E-X, si tu veux Xer quelqu'un, c'est ton truc, là. Mais c'est comme dans la vie, ça se peut que ça backfire, tu sais. Fait que c'est super important que tu réfléchisses vraiment, tu sais, genre, tu sais, comme je fâche après quelqu'un, là, pis là, il va payer, le stick, là. Ben, c'est ça. Réfléchis au pire scénario. Tu sais, it's really on you. Mais il faut se préparer à des possibles contre-coups. Surtout si vous n'êtes pas expérimenté, si vous savez pas qu'est-ce que vous faites. Même affaire avec les sortilèges d'amour. Tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, là. Tu sais, c'est... Non. Fait c'est toutes des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir. Puis justement, qu'est-ce qui va backfire? Souvent, ça vient de vous. Ça va venir d'un sentiment de culpabilité. Ça va venir de j'aurais jamais dû faire ça. Tu sais, fait que c'est vraiment délicat. Mais en tout cas, si vous le faites, protégez-vous bien, pesez vos mots, soyez intelligents, soyez conscients et faites pas ça pour rien, là.
Moi, je pense pas personnellement comme dans la Wicca, eux pensent que ce que tu fais de bien ou de mal te revient 3 fois. Moi, non, là, ça, je crois pas, ça se quantifie pas comme ça, là. Mais par contre, ben c'est ça, comme on disait, le karma, c'est de l'énergie. Fait que si tu envoies une certaine forme d'énergie, sois complètement en paix avec ça, là, parce que sinon, c'est problématique, c'est sûr. Moi, je propose vraiment plus de faire des rituels de défense et de protection. Mais regarde, si c'est nécessaire pour toi de faire quelque chose qui est plus offensif pour repousser une situation, peut-être plus repousser une situation qu'une personne. Tu sais, des fois, au lieu de viser une personne, viser la situation. Moi, je pense que ça, c'est pas mal plus winner. Puis quand on parle d'incantation ou invocation, un travail avec des esprits ou avec des entités ou des énergies d'un autre monde, ben là, il faut faire attention parce que on peut devenir un conduit pour cette énergie-là pendant le rituel, là, pas nécessairement après, mais justement, il faut savoir comment se couper cette énergie-là ou pas se couper, couper cette énergie-là, c'est pas pareil. Et c'est là vraiment que ton cercle de protection, ton espace sacré devient super important. Puis encore là, ça aussi, c'est pareil comme dans la vie. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont terribles, il y a des gens qui sont superbes. Ben, c'est pas différent dans le monde invisible. Alors, c'est pas de dire qu'il y a des démons et des créatures qui te veulent du mal, mais c'est plus dire qu'il y a des énergies positives et négatives et que tu dois faire la différence. Il faut que tu sois capable de ressentir la différence. Si c'est pas ressentir, c'est vraiment, c'est le savoir, c'est intérieur, c'est plus l'intuition. Fait qu'il faut que tu aies l'intuition de savoir si ça a du bon sens ou pas. Alors voilà les amis, j'espère que ça vous a éclairé un peu, que ça vous a un peu distrait et amené ailleurs et à travers le temps. Je vous souhaite un super Samhain, une superbe célébration d'Halloween et ainsi soit-il.